Salut mes nakamas, c'est le Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 1134. C'est le dernier chapitre de l'année. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Juste avant, je voudrais vous dire que justement le 27 décembre, il y a la vidéo Il était une fois One Piece Ramadan qui va sortir. Merci à Alexis qui est en train de taffer justement dessus pour la rendre absolument incroyable. Ça fait 3 mois que je travaille dessus. J'espère du fond de mon cœur qu'elle va vous plaire et surtout que vous serez présents. Donc encore une fois, rendez-vous le vendredi 27 décembre pour mon cadeau de Noël pour vous. J'espère que vous apprécierez. Bref, on va pas perdre de temps. On va prendre le chapitre page par page pour justement essayer d'identifier toutes les petites choses que Eiichiro-Oda nous a montrées et peut-être aussi a voulu nous cacher. On va commencer tout simplement par la première case avec Luffy qui fait ce geste. Alors ce geste, c'est le Jingi Wuru. C'est un geste qui est fait justement pour par les Yakuza. C'est un geste de respect. Il a été aussi introduit au niveau de One Piece par Jinbei dans le chapitre 976. Si mes souvenirs sont bons, on sait bien que Jinbei a un petit peu... Il parle un petit peu comme les Yakuza. On a vu justement quand il y avait eu la confrontation avec justement Big Mom, quand il avait dit à Big Mom qui quittait le royaume des hommes... Non, pas le royaume des hommes poissons, la flotte de Big Mom pour aller justement dans la flotte d'un nouvel empereur qui était justement Luffy. Et ça, c'est vraiment très très bon. Donc encore une fois, on voit que Luffy s'inspire de tout ce qu'il a vu parce que Luffy, s'il est aussi gentil depuis pas mal de temps, ça revient justement au flashback au niveau du Mont Corvo quand on voit Ace et Luffy qui est avec Makino et que Makino lui montre les gestes de politesse. Et c'est aussi pour ça que souvent quand il va être confronté à un méchant, il va toujours commencer par dire bonjour parce que pour lui c'est justement une marque de politesse et ça c'est vraiment cool. Moi j'adore quand Eiichiro-Oda reprend plusieurs petits éléments comme ça et les met après dans l'histoire tout simplement de One Piece. Après, l'autre chose qu'on voit, et ça m'a fait un tout petit peu mal, c'est tout simplement Lilith qui parle à Zoro et ils viennent enlever une sorte de gros bloc qu'il y a sur le bateau et à l'intérieur, il y a le clone de Vegapunk. Alors là, on va s'attarder un tout petit peu parce que ça, autant j'ai aimé, enfin non, on va pas mentir, j'ai détesté. Point. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez détesté. Après j'ai essayé de réfléchir et après on se dit ouais ok c'est Eiichiro-Oda. Donc en gros qu'est-ce qui se passe dans le gros bloc qu'il y a? Il y a dedans une sorte de clone de Vegapunk, mais par contre si j'ai bien compris, hein, vous me le direz, c'est un Vegapunk d'il y a 20 ans. Déjà, c'est pas venu n'importe comment, c'est déjà quelque chose que Eiichiro-Oda avait prévu parce que si on reprend Egghead, à un moment, Vegapunk, il doit sentir qu'il va mourir ou il doit sentir qu'il doit mourir pour que sa mort ait plus d'impact, que c'est une grosse résonance au niveau justement du monde. Vegapunk demande à Sanji et aussi à Jinbei d'aller chercher certaines choses et ces choses c'est sûrement justement son clone. Alors eux, Jinbei et Sanji ne savent pas que c'est le clone, mais par contre Vegapunk ça l'anticipe. J'ai pas aimé, pourquoi? Parce que on sait que Vegapunk n'est pas mort. L'esprit de Vegapunk n'est pas mort parce que encore une fois il y a eu ce débat un petit peu, je dirais, philosophique. Qu'est-ce que réellement la mort et qu'est-ce que réellement l'humain? C'est-à-dire que Vegapunk est mort, à la rigueur, son intelligence est transmise aux satellites parce que les satellites sont une présence des différents éléments de Vegapunk et c'est l'ensemble des satellites qui forment justement le Vegapunk. Et pour moi, Vegapunk n'avait pas besoin de revenir en tant que personne physique car il y avait les satellites qui étaient là et justement après qu'on ait Lilith à l'intérieur des Mugiwara montrer qu'il y avait une partie de Vegapunk qui allait continuer à être avec eux. Sauf que là Eiichiro-Oda a choisi de faire une autre chose. On peut encore peut-être parler du fait qu'il n'arrive pas à tuer les personnes. Ça c'est l'un des plus gros défauts, si ce n'est le plus gros défaut à mon sens d'Eiichiro-Oda, c'est qu'il n'arrive pas à tuer tout simplement ces personnages. Et ce qui est vraiment très important, c'est que le Vegapunk, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est présent ici, c'est un Vegapunk qui est présent il y a 20 ans. Ça c'est très important, pourquoi? Parce que Ohara a été détruit il y a 22 ans. Vegapunk a été, rappelez-vous, on voit ça avec Dragon, va au lieu où il y a eu le drame, et ça se passe quelques mois après la destruction d'Ohara. Et après, il y a 20 ans, à peu près, il a retrouvé Vegapunk, Zoro, sur
Elbaf. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu 1 an et demi de recherche de la part de Vegapunk pour trouver justement Zoro. Et une fois qu'il a trouvé Zoro, il a décidé de créer un clone de lui-même parce qu'il savait sûrement qu'il était espionné par le gouvernement mondial pour qu'il puisse partir et qu'il puisse aller aider Zoro à construire et surtout, comme il l'avait dit, à archiver toutes les données qui étaient présentes dans la librairie d'Ohara et après dans la librairie du hibou maintenant qui est au niveau de Elbaf. C'est peut-être la librairie du hibou a peut-être été construite par justement aussi Vegapunk. Ça c'est une très bonne théorie, je vous en parle tout à l'heure. Donc voilà, et ça c'est vraiment excellent. Donc ce qui pourrait être cool, c'est que le Vegapunk qui va être créé ici ne va être qu'un Vegapunk d'il y a 20 ans et peut-être qu'il ne connaît pas tout ce qui se passe maintenant. Enfin bref, on verra ça plus tard. Tout ce qu'on sait c'est que Lilith va devoir construire un labo ici pour pouvoir justement créer le clone de Vegapunk et aussi réparer le petit Kuma. Après, on arrive sur la partie sur la bibliothèque, partie qui est très importante pour plusieurs raisons. Déjà, on a l'arrivée. Après, on arrive à la bibliothèque. Et là, il y a 2 éléments qui sont hyper importants. Premier élément important, c'est tout simplement Ripley qui vient annoncer. Elle, c'est une prof, un prof d'SVT au niveau de la bibliothèque. Et on voit qu'il y a une nouvelle mentalité qui s'est mise en place au niveau de Elbaf. C'est-à-dire qu'ils arrêtent d'être des guerriers qui détruisent absolument tout et décident de devenir des personnes qui vont être plus sur le commerce, sur la connaissance, etc. Comme je vous l'ai dit, ça s'est tiré d'un fait qui s'est réellement passé. Ça a été fait aussi sous l'impulsion du roi Hérald. Ça aussi c'est quelque chose qui s'est réellement passé dans notre vie, dans notre monde. Encore une fois, Ichiroda s'inspire beaucoup d'effets qui se sont réalisés pour justement construire son œuvre. Mais par contre, il y a aussi quelque chose un petit peu à réfléchir. Et là, c'est vraiment très très bon. C'est par rapport à Mother Caramel. Et là, vous êtes en train de me dire, mais pourquoi il est en train de nous parler de Mother Caramel? Eh bien, j'ai pensé à quelque chose. Tout simplement, c'est quelque chose qui est insidieux. On sait que les anciens, ça a été dit, ils ne veulent pas que justement ils perdent leur culture qui est justement à base de combat. Et ce qui se passe, c'est qu'on sait que le gouvernement mondial veut avoir les géants parce que les géants c'est quand même une très grande force et ça les fait quand même un tout petit peu chier. Et c'est là où vient Mother Caramel, parce que si on reprend le flashback de Big Mom, on voit justement Ashgoodin qui continue à combattre et tout, et Mother Caramel, c'est elle qui avait libéré les gérants au niveau de leur exécution qu'il y avait eu et qui avait mis en place justement avec la marine en disant ok, vous ne les tuez pas, mais quelques géants vont devenir après justement des personnes, des soldats de la marine. C'est pour ça qu'il y a des géants tout simplement au niveau de la marine. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'on savait qu'elle était marchande d'enfants et qu'elle vendait les enfants au gouvernement mondial, donc elle avait un lien au gouvernement mondial. Et c'est un truc qu'on voit quand tu joues à certains jeux comme par exemple Civilisation que j'ai beaucoup joué. On peut imaginer que Mother Caramel, c'est elle, au bout de plusieurs années, a donné l'idée à une certaine partie justement d'Elbaf de dire ok, ça sert à rien la guerre, il faut évoluer avec son temps, il faut tout simplement devenir maintenant des personnes avec le savoir parce que le savoir est plus important. On a peut-être cette vision où Mother Caramel pendant plusieurs années a commencé à saper la religion et les croyances de justement ce qu'il y avait au niveau de Elbaf. Et si c'est ça, je trouve que c'est vachement bien fait parce que encore une fois, on voit que Eiichiro Oda prend des éléments qu'il a mis en place il y a longtemps pour maintenant les expliquer ici. On va parler de la bibliothèque maintenant en tant que telle. Il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné et qui m'a vraiment intrigué et j'ai voulu absolument savoir pourquoi. Il y a une bibliothèque où les livres sont géants. Les livres sont petits, c'est-à-dire que tu peux les lire. Là, on voit Robin qui tient justement le livre et après le livre devient hyper grand. On a justement Mondor, le fils de Big Mom, qui a justement le fruit du démon du livre, qui peut faire plein de trucs avec des livres. Là, on voit qu'il y a un hibou géant avec une chaise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous que Vegapunk, il est venu il y a 20 ans rencontrer Zoro et c'est peut-être lui qui a mis en place, qui a construit cette bibliothèque. Vegapunk, il a réussi quoi? À mettre des fruits du démon dans des objets. Dans la réaction live, je dis ça, c'est un pouvoir qui est lié à un fruit du démon. C'est pour ça que le fruit du démon a été créé de la part d'Ichiro Oda. C'est l'effet extraordinaire qui rend tout extraordinaire sans que nous, lecteurs, on se pose la question de savoir pourquoi c'est
extraordinaire. C'est un peu comme la force. Ta gueule, c'est la force. Donc là, on pourrait dire, ta gueule, c'est le fruit du démon. Là, ou le haki. Ah, le haki permet aussi beaucoup de choses. Là, ce qui se passe, c'est que on a justement cette bibliothèque. Je pense que Vegapunk a réussi à mettre dans le bois, parce qu'on voit que tout est justement en bois, a réussi à mettre dans l'arbre un fruit du démon, le fruit du démon de la géantification. Ce fruit existe, mais de façon non canon, à travers des épisodes spéciaux. Et après, on a un hibou tout en haut, et bien, peut-être que ce hibou est le gardien du savoir, c'est-à-dire que c'est un humain qui a le fruit du démon du hibou. Et comme on sait que Ichiroda, quand le possesseur prend le fruit, le Zoan, des fois, il peut prendre aussi toute la symbolique qu'il y a autour du fruit. Je m'explique. T'inquiète pas, je m'explique. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on peut dire que le gardien de la bibliothèque, eh bien justement, c'était un grand érudit. Et cet érudit a justement le fruit du démon du hibou, ce qui le rend, d'un point de vue symbolique, très intelligent par rapport justement à la connaissance qui est liée au hibou. Et ça peut lui donner aussi autre chose, parce que le hibou, il a un manteau, il y a une chaise, donc c'est peut-être quelque chose qu'il fait pour se rendre imposant. Et après, on va le voir parler avec les Mugiwara, surtout avec Robin et aussi avec Chopper. Ça pourrait être très important pour justement après donner des connaissances. On met ça de côté, vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et on arrive sur les 2 dernières phases de ce chapitre qui était absolument dingue. C'est tout simplement le père Loki. Loki, antagoniste ou pas, ça me casse les bonbons. Ça me casse les bonbons. Oui, parce que j'ai oublié de dire quelque chose. On revient en arrière. À un moment, quand justement Ripley parle de tout ce qui se passe, de toute l'histoire par rapport justement à Loki qui a tué Héral, parce que Héral voulait rendre le monde autrement et l'ouvrir justement au reste du monde, eh bien on voit que Luffy, lui, il a des connaissances avec Loki. Et encore une fois, c'est toujours Ichiroda qui met les petites choses comme ça. Tu vois Luffy qui est comme ça, avec de l'ombrage au niveau du bas. Et encore une fois, là, ça veut dire... Et regardez bien, il ne sourit pas. Luffy qui sourit tout le temps, là, il ne sourit pas. Ça veut dire que lui, Luffy, connaît des infos. Et les infos que donne peut-être Ripley ici sont peut-être des fausses informations qui ont été données par rapport à ce que Loki a vraiment dit à Luffy. Sauf si Loki, étant le dieu de la malice dans la culture nordique, aurait menti et que c'est Ripley qui dit la vérité et que Luffy pense que Ripley dit pas la vérité. Je sais pas si vous m'avez compris, mais moi, je me suis compris. Bref, tout ça pour dire qu'on arrive sur Loki et Loki. Bon bah, je dis, Loki, c'est le méchant. Moi, je dis Loki, il fait partie d'un méchant. Je vais sûrement me planter. Vous me le direz dans quelques mois, le Dun, tu t'es planté, mais moi je m'en fous, je suis comme ça. Il parle à quelqu'un via un Denden Mushi. Alors, le Denden Mushi, je vois que vous avez été nombreux aussi à me le dire dans les commentaires. Est-ce que le Denden Mushi prend l'apparence justement de la personne qui parle? Là ici, on voit que le Denden Mushi, il y a une sorte de barbe, il est poilu et tout ça. Est-ce que la personne qui parle justement à Loki est une vieille personne? Je ne dis pas que les vieilles personnes sont poilues, hein. Je dis seulement que là, il aurait peut-être une longue barbe, c'est peut-être le Père Noël, on ne sait pas, c'est complètement fou, qui est en train de parler. Sauf que non, parce que je pense que vu que c'est marqué que c'est un type spécial d'escargophone, je pense que c'est un escargophone poilu qui est là justement pour résister au froid. L'escargophone, le Denden Mushi, il n'était pas là quand Luffy a parlé justement à Loki. Qui est ce Mossa? Ça fait longtemps qu'il parle avec Loki, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont amis, ils ne se sont jamais vus. Il est arrivé quelque chose à Mossa qui lui a fait peur. Si Loki avait été là, il aurait détruit toute la zone et tout le monde. Et il dit aussi que Mossa est trop gentil et que si on laisse quelqu'un lui filer entre les doigts, obligatoirement, ils reviendront. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ouais, je sais, je suis youtubeur, je dois trouver des solutions, je dois trouver des trucs. Mais quand t'as autant d'infos, où t'as presque rien de tangible dedans, à part de l'extrapolation, qu'est-ce que tu dois faire? Bah te taire, réfléchir et attendre ce qui va se passer plus tard. Mais par contre, le fait qu'elles disent que derrière la violence que montre Loki, il a un fond gentil et que lui s'énerve pour dire que non, il est pas gentil et que si il la voit, il va lui faire regretter ses paroles.
c'est qu'il y a deux choses possibles. Soit il est réellement méchant et qu'il essaye de combattre sa part de gentillesse parce qu'il est méchant, ou soit c'est l'inverse. Il est au fond de lui gentil et il essaye de se faire passer pour un méchant. Et si c'est ça, le fait que Loki soit un antagoniste, je pense que je peux me le foutre très profond. Et là, on arrive sur la fin qui est absolument dingue. Alors, il y a plein de choses à dire dessus. Premièrement, avant de dire qui c'est, pourquoi, comment, bah si, on va dire c'est le comment, c'est justement ça. Comment ça se fait qu'ils sont là ? Comment ils sont arrivés ici? Alors, ils sont arrivés via le pentagramme. Alors, avant de dire comment, c'est où? Ils ont l'air d'être arrivés dans un endroit qui est abandonné. Et cet endroit, c'est la salle du trône. On voit qu'il y a des dégâts. Donc, c'est la salle de trône de Elbaf. C'est là où était Hérald, sûrement quand il est mort. Et quand Loki l'a tué, si c'est réellement Loki qui l'a tué. Et justement, depuis la mort, et comme il n'y a pas de nouveau roi, ça, c'est tout simplement abandonné et personne y va. Donc, ça veut dire que la personne qui a téléporté ici les deux personnes, et ça fait beaucoup de personnes hein, qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire Shanks et le personnage féminin qui est caché, c'est que ici il y a personne qui va les faire chier. Ils sont arrivés avec, comme je l'ai dit, un pentagramme qui n'a pas de numéro. Ça veut donc dire que c'est un pentagramme qui a l'air qui n'est pas désigné à une personne même. C'est-à-dire que les 5 doyens, ils sont au nombre de 5 et chacun avait leur numéro de téléportation. Les deux là, ils ont été téléportés dans le même pentagramme. Ça aussi, c'est important. Pourquoi ? Parce que les autres doyens qu'on a vus, ils se sont téléportés eux-mêmes via leur propre pentagramme de téléportation. On fait un petit retour en arrière. On arrive au début de Egghead. On a Saturne qui s'est téléporté de lui-même. Et ça, c'est très important au niveau de Egghead. Il était dans un bateau qui était pas spécialement trop loin. Donc on peut dire que la téléportation qu'ils avaient leur permet de se téléporter à une certaine distance. Ils peuvent se téléporter directement de Marijoa jusqu'à Egghead. C'est ce qui s'est passé avec les autres doyens. Cependant, je pense que pour cette téléportation, pour qu'elle puisse être possible, il fallait un point d'ancrage. Le point d'ancrage, c'était tout simplement Saturne qui l'a donné. On répète ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les 5 doyens, enfin les 4 doyens se sont téléportés parce que Saturne était présent ici. Donc la téléportation très longue distance, c'est-à-dire que de Marijoa jusqu'à n'importe où, peut se faire que s'il y a seulement un point d'ancrage d'une personne qui peut téléporter les gens. Là ici, on peut imaginer que les deux personnes, le Shanks et la personne qui est justement avec, ont été téléportés. C'est ça qui est hyper intéressant. La téléportation n'est pas de leur propre chef, mais c'est quelque chose qui a été fait. Et là, ça implique quelque chose. Quelqu'un sur Elbaf est présent par rapport à Imsama pour permettre la téléportation. Et c'est là où la théorie que je vous ai fait juste avant avec Big Mom et le gouvernement mondial prend toute son importance. Mother Caramel a mis des espions par rapport à leur mentalité, le fait d'ouvrir le monde au niveau d'Elbaf. Et donc, à Elbaf, il y a des géants qui sont sûrement pour le gouvernement mondial. Et je pense que dans le prochain chapitre, quand on va voir les deux personnes, ils vont parler à une personne, celle qui a permis justement leur téléportation. Donc, la question de comment et où ils sont a été faite. Dernière question. Mais c'est qui ces deux-là? Ça seraient des chevaliers divins. Le fait que vous avez été... Et ça, je ne comprends pas pourquoi vous avez été si nombreux à croire que c'est Shanks. C'est impossible que ce soit Shanks, bordel. Et un truc qui est complètement de fou, c'est-à-dire que Eiichiro a peut-être pensé à ça depuis très longtemps et ça serait complètement dingue. Il y a quelque chose que je voudrais dire. Les films auxquels a travaillé Eiichiro Oda ne sont pas canons, mais ont une partie des éléments qui, eux, sont canons. Shiki, le fait de Loftel qui s'est transformé en Raftel, ou non, Raftel qui s'est transformé en Loftel au niveau du film Stampede, et là au niveau du film au niveau du film Red, il y a Uta qui est quand même canon parce qu'il l'a placé dans le manga, et il y a aussi de comment il a été découvert. Shanks a été découvert par
Goldie Roger ainsi que Rayleigh dans un coffre. Là, je pense, moi je fais par rapport à une certaine théorie qui ferait que, en vérité, dans le monde qui est régi par le gouvernement mondial et les chevaliers divins, il ne peut pas avoir deux mêmes personnes. C'est absolument impossible. Donc il y en a un qui reste et l'autre il est abandonné. Lui, le mec qu'on voit là, eh ben ça serait le premier. Voilà, celui-là qui est né juste en premier. Et après, le deuxième, hop, il a été pris et il a été envoyé, parti. Peut-être que la mère, voulant quand même qu'il vive, l'a mis dans un coffre et après l'a baladé. Et après, c'est Goldie Roger qui l'a retrouvé. Voilà, petite théorie que j'avais fait. Ce qui est vraiment aussi important, quand je vous parlais que c'est peut-être quelque chose qui est parti, qui est pensé depuis très longtemps, il y avait une phrase, quand il y a dans le chapitre 434 la conversation entre Barbe Blanche et Shanks, on parle d'une certaine cicatrice. Il y a Barbe Blanche qui dit, en te voyant, donc il parle bien sûr de Shanks, j'ai ma cicatrice qui fait mal, ou ça me rappelle ma cicatrice. Et c'est là où ça devient complètement dingue, parce que cette cicatrice, elle n'est pas présente quand il y a le flashback d'Oden, le combat de Goldie Roger contre Barbe Blanche. On voit que Barbe Blanche, il est normal au niveau de son torse. Cependant, quand on a le chapitre 0, qui est un chapitre canon à l'œuvre, où on voit Shiki qui parle justement à Goldie Roger, non pas à Barbe Blanche, justement par rapport à la mort de Goldie Roger ou Roger en fonction d'eux, on voit qu'il a la cicatrice. Donc il a eu cette cicatrice dans cette intervalle, c'est-à-dire entre les 30 ans et les 22 ans. Et est-ce que, comme on sait que il y a eu un élément au niveau de Phil Garland, au niveau de M'aidez pas, God Valley, merci, c'est juste avant ça, qui a eu, c'est pas là où s'est fait la cicatrice. Parce que il y a eu, ça c'était il y a 38 ans, et comme je vous dis juste avant, il y a 30 ans, il n'y avait pas encore la cicatrice. Cependant, on peut imaginer qu'il y a eu un combat entre Barbe Blanche et Phil Garland, et que ça s'est terminé en match nul, ou qu'il s'est passé quelque chose, voire même que Barbe Blanche et Récit a fait mal à Phil Garland, et Phil Garland a toujours voulu se venger, et qu'à un moment, il y a eu un combat contre Phil Garland et Barbe Blanche, et que Phil Garland, en s'ayant entraîné, ou ayant un pouvoir grâce peut-être à Im-sama, ait réussi à faire mal à Barbe Blanche. Et comme le visage jeune de Phil Garland ressemble au visage de Shanks quand celui-ci le voit dans le chapitre 434, je ne sais pas si vous suivez toujours, eh bien ça pourrait être ça. C'est-à-dire que dans le chapitre 434, on a un foreshadowing de qui est Shanks ou qui est le papounet de Shanks. C'est complètement dingue. Et c'est pour ça qu'on aime, bordel, de One Piece. Bref, là, ici, on va arrêter ici la critique analyse. On verra la suite, l'année 2025 s'annonce absolument dingue. Je tiens à tous et à tous vous remercier du fond du cœur de tout votre soutien que vous me donnez depuis depuis ce mois de septembre où on a repris vraiment les critiques analyses. Vous le voyez dans ma façon dont je fais les vidéos que c'est quelque chose que j'adore énormément, qui me demande, contrairement à ce qu'on pourrait croire, énormément de travail de rechercher tout ça. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas, il y a le Tipeee, on en parlera plus en début justement d'année. N'hésitez pas à partager, par exemple, entre vous, abonnez-vous, et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Ah, attendez. Et aussi, joyeuse fête.